Après-midi, Grégory Volokin en duplex depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Un mot du discours peut-être de Donald Trump qui s'est montré, nous disent les observateurs, un peu moins incendiaire que d'habitude. Oui, on peut dire que franchement il a mis un peu de l'eau dans son vin, mais c'est, je dirais, plus la forme que le fond. Alors prenons un exemple. Vous vous souvenez que il voulait empêcher les Mexicains d'émigrer aux États-Unis en érigeant un mur entre la frontière US américaine et la frontière mexicaine et en faisant payer la construction du mur au Mexique. Alors là, il a été particulièrement sympathique. Il va construire un mur, mais il n'enverra pas la facture au Mexique. C'est un peu l'exemple de la façon dont Trump a eu son discours. On peut parler aussi des mesures économiques contre la Chine. Il ne parle plus de taxer de 35% les importations chinoises, mais il parle de renégocier les accords. Il a pour la première fois mentionné le mot LGBTIQ dans une convention républicaine. Qu'est-ce que c'est? C'est les gays, lesbiennes, etc. Et on sait que la plupart des républicains sont très opposés à tous les droits ou aux nouveaux droits que l'on donne actuellement à cette classe de la population. Bon, il rentre dans le rang d'une certaine manière, Donald Trump, maintenant qu'il est officiellement candidat des républicains. Et puis un mot de l'actualité du business, il y a pas mal de résultats, mais il y a surtout cette information qui n'est pas confirmée pour l'instant officiellement. C'est une rumeur rapportée par des sources proches du dossier, par l'agence Bloomberg. C'est Verizon qui l'emporterait, semble-t-il, dans la course pour le rachat des activités Internet de Yahoo. Oui, alors ça serait le moment, je dirais, parce que ça fait, j'ai l'impression, 2 ans qu'on ne parle que de la vente de Yahoo. Ça fait 1 an et demi qu'on sait que Verizon est dans la course. On a l'impression que là, on va avoir lundi matin l'annonce que ça sera Verizon qui va racheter les activités Internet de Yahoo, qu'ils auront payé un peu plus que les autres. Maintenant, il paraît qu'ils sont encore en train de négocier les détails. Par exemple, Yahoo estime qu'ils ont pour $1 milliard de patentes, alors que des analystes disent que ces patentes ne valent pas même le tiers. Donc il y a encore beaucoup de négociations, mais il semble que ce soit Verizon qui va l'emporter. Merci beaucoup Grégory. On vous retrouvera après l'ouverture des marchés américains dans un peu plus d'une demi-heure. 15h08, on poursuit le tour d'horizon de l'actualité du jour. Marie, les entreprises, et on reparle d'EDF aujourd'hui. Et oui, et c'est Grégory Volokin qui est avec nous. On vous retrouve en duplex de New York. Grégory, le président de Mescart Financial Services. Rebonjour, tendance neutre. Effectivement, ça aurait été là aussi une semaine de relative stabilisation pour les marchés américains, Grégory. Oui, mais je vois un peu cette stabilisation comme une déception. Pourquoi? Parce que tout simplement, la semaine des résultats, qui était une semaine avec 90 compagnies qui publiaient leurs résultats, ça a été une très bonne semaine. La plupart de ces compagnies non seulement arrivent au-dessus des estimations, mais montrent quand même une belle croissance organique et ont un discours plutôt positif pour 2016 et 2017. Alors, on pouvait espérer que ça suffirait pour faire un peu avancer encore ces indices, bien qu'il faut préciser quand même que les indices américains ont eu un très beau parcours depuis le début de l'année. Il y a à peu près 5% de hausse pour le Dow Jones, c'est-à-dire en gros entre 10 et 12% de plus que les indices européens. Donc, à mes yeux, une petite déception que les investisseurs ne réagissent pas mieux à des résultats d'entreprise qui sont quand même excellents. Bon, des bons résultats d'entreprise. Il y en a encore aujourd'hui, Grégory. Enfin, en tout cas, il y a encore des grandes compagnies américaines qui publient. General Electric, il y a eu Visa aussi, Starbucks. Que nous disent là ces entreprises qui ont publié aujourd'hui? Bah justement, vous dites General Electric, je pense que c'est exactement un point qui pourra confirmer un peu mon argument. Vous regardez les résultats de General Electric, ils ont dans leur plupart de secteurs d'activité une très très belle croissance du top line, donc des ventes, que ça soit dans le secteur médical, que ça soit dans le secteur de la production d'énergie, etc., etc. Ils arrivent au-dessus des estimations au niveau des profits, mais vous avez des gens qui cherchent un peu la petite bête en disant la croissance organique est un peu en dessous de ce qu'on attendait. Mais la croissance organique d'une compagnie aussi globale que General Electric, en gros, ne dépend pas de General Electric, ne dépend pas des États-Unis, mais dépend vraiment de toute l'ambiance économique internationale. Et quand on sait, par exemple, que la croissance européenne est très faible, qu'il y a un ralentissement en Chine, que les compagnies d'énergie ont coupé leur capex d'une façon très importante, que GE arrive avec des résultats aussi bons, c'est déjà quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Donc, je
vous dirais, on peut faire un peu ce même commentaire. Il faut faire attention à pas devenir trop gourmand, parce que c'est comme ça en fait que tout d'un coup, alors qu'on aurait pu avoir une hausse de marché basée sur des bons résultats, vous allez avoir un phénomène absolument contraire où tout le monde vend en ayant un peu peur d'être les derniers à vendre. Bon, et puis alors, Starbucks, parce que je regardais quand même rapidement les résultats de Starbucks, a priori, la croissance des ventes est plutôt décevante, inférieure à ce qu'attendait le marché. Le titre, pour l'instant, reste parfaitement stable. Oui, alors là aussi c'est complètement étonnant, c'est-à-dire que autant on peut dire que Starbucks déçoit, autant à la limite on peut comprendre pourquoi. Si on regarde par exemple l'Europe, c'est certain que avec tous les attentats qu'il y a eu en Europe sur le trimestre, ça veut dire aussi que les gens sont quand même moins sortis, passent moins de temps dans les endroits publics. Et puis je dirais pour Starbucks, il y a quand même ce phénomène un peu de plateau. Il y a pratiquement maintenant un Starbucks à chaque coin de rue aux États-Unis dans les grandes villes. On ne peut pas imaginer qu'il y ait toujours cette croissance qui continue aussi assez forte. Et quand même, ils proposent là, ils nous disent 10% de croissance des résultats en 2016. Et je pense que c'est ça que le marché achète un peu ce matin. Donc là, il voit le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Bon, et puis alors ça devient un serpent de mer là, la vente des activités Internet de Yahoo. Ça fait un moment qu'on attend ça. On sait que toutes les offres ont dû être remises il y a quelques jours et on a les premières rumeurs qui sont en train de sortir. Plusieurs candidats étaient sur les rangs et semble-t-il, c'est Verizon là qui est en train de s'imposer, Grégory. Oui, et c'est, je dirais, le candidat le plus logique, puisque en fait les autres compagnies dont on parle, à part AT&T, qui n'a pas l'air d'être vraiment très active pour ce bid, sont des compagnies que je qualifierais un peu de private equity. Et qu'est-ce que le private equity recherche en général? C'est le cash flow. Ce n'est pas de développer une compagnie, mais c'est de vivre de ce cash flow et de rembourser la dette qu'ils prennent avec le cash flow. Or, évidemment, s'il y a un problème chez Yahoo, c'est pas le nombre de personnes qui vont sur leur site, puisqu'on en est à pratiquement 1 milliard, hein, on n'est pas très loin d'un Facebook, mais c'est justement les revenus et le cash flow. Donc il faut, à mes yeux, pour que Yahoo soit acheté, quelqu'un ou une entreprise qui puisse trouver une logique commerciale, et c'est clair que pour une compagnie de téléphone comme Verizon, une compagnie de câble comme Verizon, acheter le contenu Yahoo plus le grand public Yahoo et des sites qui sont encore très regardés, ça, je pense, beaucoup de sens. Et n'oubliez pas que Verizon avait acheté je dirais un peu le frère de Yahoo, si on a le souvenir un peu la mémoire un peu lointaine, un peu longue dans le secteur Internet, c'est American Airlines, AOL, qui avait été un des fondateurs de ces réseaux sociaux, en gros. Donc AOL maintenant est dans le giron de Verizon, et mettre AOL et Yahoo ensemble pourrait créer vraiment à l'intérieur de Verizon une offre réseaux sociaux très intéressante. Bon, logique industrielle versus logique financière. À propos de private equity, Grégory, j'ai vu passer aussi cette information, c'est pas confirmé, mais des sources proches du dossier nous disent que Goldman Sachs est en train de lève de l'argent pour monter un fonds de private equity. Alors jusque-là, vous me direz, bon, rien d'exceptionnel, c'est une banque, ils font leur métier. Oui, sauf que c'est la première fois depuis 2008 que Goldman Sachs crée un fonds de private equity. Est-ce que ça nous dit quelque chose de l'ambiance du moment là qui règne justement autour des entreprises américaines? Autour des banques, en tout cas, ça nous dit beaucoup de choses, parce que la loi Dodd-Frank, qui date donc de la crise financière, forçait un peu les banques à sortir de toutes ces activités, que ce soit hedge fund, private equity, etc., donc de limiter leur exposition à ce genre d'investissement. Et elles l'ont toutes faites, que ce soit Citibank, JP Morgan ou Goldman, elles sont pratiquement abstenues de nouveaux investissements dans ce genre d'activité et ont beaucoup coupé. Alors là, on peut dire que Goldman Sachs revient, mais attention, ils reviennent d'une façon assez particulière, puisque ce fonds de private equity ne sera pas sous leur nom, ne sera pas sous leur marque. Et aussi, l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'en général, quand une compagnie comme Goldman fait du private equity, ils mettent beaucoup de leurs fonds propres, parce qu'en fait, tout l'intérêt justement, c'est de faire fructifier leur propre argent. Et là, dans le cas de cet investissement, ce qu'on entend, c'est que la participation propre de Goldman Sachs sera très petite, que donc
donc en fait ils lèvent des fonds, mais c'est pas vraiment eux-mêmes qui vont être l'acteur principal de ce nouveau véhicule. Bon, à propos de banque, tiens, initiative là encore qu'il faudra suivre, mais très intéressante de la part d'Amazon qui va se mettre, alors en partenariat avec une banque américaine, Wells Fargo en l'occurrence, mais qui commence à rentrer là. Alors ils mettent un doigt, ils mettent un premier pied, on va dire, dans le marché des prêts étudiants. Et on sait que c'est un énorme marché, que ce sont des encours très importants aux États-Unis, évidemment, vu le coût des études américaines. Oui, ce que vous dites est, je pense, important, et je comprends même pas que cette nouvelle n'ait pas été plus reprise. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, Amazon, avec son infrastructure, si elle s'appuie sur une compagnie financière, là, dans ce cas-là, c'est Wells Fargo, qui est la première banque aux États-Unis, pourrait offrir, en fait, tous les produits financiers. Alors, ils commencent là avec des prêts étudiants, mais pourquoi est-ce qu'ils offriraient pas aussi des prêts immobiliers, des prêts à la consommation, etc., etc. Donc, c'est peut-être une nouvelle branche d'activité pour Amazon. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'en fait, en le faisant, ils cassent les prix, puisque ils vont offrir ces prêts à étudiants à 50 basis points, donc un demi% de moins que le coût de ces prêts étudiants si l'étudiant allait directement dans une banque. Et quand on parle d'un prêt, un demi%, c'est beaucoup, parce que c'est vraiment, vous savez, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, les sommes s'accumulent. Donc deux choses vraiment intéressantes. Amazon se met dans ce secteur de la finance, mais ils le font aussi en étant, comme dans le reste de leurs activités, extrêmement compétitifs et avec des prix plus avantageux que leur concurrence, en gros. Bon, et puis là aussi une information qu'on n'a pas franchement relayée, il faut le dire, hier, Grégory, parce que c'est vrai que c'est très américain et ça concerne le système de santé américain, mais c'est quand même important, évidemment, c'est que le département de la justice aux États-Unis là bloque la concentration du secteur des assurances santé. Oui, il y avait 2 très grosses fusions qui étaient sur la table, Cigna et Anthem, et Humana et Aetna. C'est vraiment les 4 gros leaders de la santé, le dernier étant United Healthcare. Que le département de la justice les bloque, on peut le comprendre, parce que leur argument est tout simplement que en diminuant le nombre de compagnies d'assurance, évidemment ça va permettre aux compagnies d'assurance d'augmenter leur prix, leur prime, ça c'est tout à fait normal, mais l'autre argument, c'est qu'en fait, ça va donner moins d'intérêt à ces compagnies de négocier les meilleurs prix pour les médicaments, que donc ça aura un impact négatif pour le consommateur de médicaments. Et ça, je dirais que c'est un argument qui est assez politique, qui tombe en plein dans cette campagne électorale. On sait que par exemple, un des chevaux de bataille de Hillary Clinton, c'est justement les prix trop élevés des médicaments. Donc une des critiques qui est donnée aujourd'hui au département de la justice, c'est que c'est une décision qui est plus politique que commerciale, et il faudra voir en fait que certaines de ces compagnies d'assurance vont faire recours contre cet arrêté du département de la justice. Un dernier mot, Grégory, parce qu'il y a la réunion de la Réserve fédérale américaine qui nous attend la semaine prochaine. Là, on a eu l'indice Markit manufacturier aux États-Unis aussi, donc l'enquête d'activité dans le secteur manufacturier américain pour le mois de juillet. Au mois de mai, cet indice était à 50,7. Je rappelle, quand on est au-dessus de 50, c'est que l'activité manufacturière est en croissance. 50,7 en mai, 51,3 en juin, et donc le chiffre qui vient de sortir pour juillet ressort à 52,9. Oui, l'économie américaine s'est essoufflée en début d'année, c'est incontestable, Grégory. On a vraiment l'impression, là, quand on regarde un ensemble d'indicateurs, qu'elle est en train, doucement, de réaccélérer. Absolument, et la fin du trimestre a été sûrement très bonne, on le voit d'ailleurs dans le résultat des entreprises. Ce que je dirais par rapport à la Réserve fédérale, c'est que, une fois de plus, elle a manqué le coche, parce que même si maintenant l'économie réaccélère, ça va être très difficile pour cette Réserve fédérale de monter les taux, je dirais, un mois ou 6 semaines avant les élections présidentielles, parce que le risque, c'est que si ça provoque des remous dans le marché, imaginons par exemple que les marchés corrigent sur une action de la Réserve fédérale, évidemment ça va favoriser un des 2 candidats. Et quel candidat ça favoriserait? Ça serait évidemment Donald Trump, puisque le candidat qui est succédant à Obama, qui donc représente l'amélioration de l'économie américaine, c'est Hillary Clinton. Donc je pense, pour éviter de rentrer dans le débat électoral, la Réserve fédérale ne fera rien, quelles que soient les statistiques qu'on a. Elle utilisera toujours les mêmes arguments. Il faut que ça se confirme.
Par contre, ça renforce la chance d'une intervention à la fin de l'année après les élections. Merci Grégory Volokin, bonne fin de séance à vous, bonne fin de semaine à New York, le président de Mescart Financial Services. Bientôt 16h, on marque une pause, le journal de l'économie à suivre dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Je vois un peu cette stabilisation comme une déception. Pourquoi? Parce que tout simplement, la semaine des résultats, qui était une semaine avec 90 compagnies qui publiaient leurs résultats, ça a été une très bonne semaine. La plupart de ces compagnies non seulement arrivent au-dessus des estimations, mais montrent quand même une belle croissance organique et ont un discours plutôt positif pour 2016 et 2017. Alors, on pouvait espérer que ça suffirait pour faire un peu avancer encore ces indices, bien qu'il faut préciser quand même que les indices américains ont eu un très beau parcours depuis le début de l'année. Il y a à peu près 5% de hausse pour le Dow Jones, c'est-à-dire en gros entre 10 et 12% de plus que les indices européens. Donc, à mes yeux, une petite déception que les investisseurs ne réagissent pas mieux à des résultats d'entreprise qui sont quand même excellents. Bon, des bons résultats d'entreprise. Il y en a encore aujourd'hui, Grégory. Enfin, en tout cas, il y a encore des grandes compagnies américaines qui publient. General Electric, il y a eu Visa aussi, Starbucks. Que nous disent là ces entreprises qui ont publié aujourd'hui? Bah justement, vous dites General Electric, je pense que c'est exactement un point qui pourra confirmer un peu mon argument. Vous regardez les résultats de General Electric, ils ont dans leur plupart de secteurs d'activité une très très belle croissance du top line, donc des ventes, que ça soit dans le secteur médical, que ça soit dans le secteur de la production d'énergie, etc., etc. Ils arrivent au-dessus des estimations au niveau des profits, mais vous avez des gens qui cherchent un peu la petite bête en disant la croissance organique est un peu en dessous de ce qu'on attendait. Mais la croissance organique d'une compagnie aussi globale que General Electric, en gros, ne dépend pas de General Electric, ne dépend pas des États-Unis, mais dépend vraiment de toute l'ambiance économique internationale. Et quand on sait, par exemple, que la croissance européenne est très faible, qu'il y a un ralentissement en Chine, que les compagnies d'énergie ont coupé leur capex d'une façon très importante, que GE arrive avec des résultats aussi bons, c'est déjà quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Donc, je vous dirais, on peut faire un peu ce même commentaire. Il faut faire attention à pas devenir trop gourmand, parce que c'est comme ça en fait que tout d'un coup, alors qu'on aurait pu avoir une hausse de marché basée sur des bons résultats, vous allez avoir un phénomène absolument contraire où tout le monde vend en ayant un peu peur d'être les derniers à vendre. Bon, et puis alors, Starbucks, parce que je regardais quand même rapidement les résultats de Starbucks, a priori, la croissance des ventes est plutôt décevante, inférieure à ce qu'attendait le marché. Le titre, pour l'instant, reste parfaitement stable. Oui, alors là aussi c'est complètement étonnant, c'est-à-dire que autant on peut dire que Starbucks déçoit, autant à la limite on peut comprendre pourquoi. Si on regarde par exemple l'Europe, c'est certain que avec tous les attentats qu'il y a eu en Europe sur le trimestre, ça veut dire aussi que les gens sont quand même moins sortis, passent moins de temps dans les endroits publics. Et puis je dirais pour Starbucks, il y a quand même ce phénomène un peu de plateau. Il y a pratiquement maintenant un Starbucks à chaque coin de rue aux États-Unis dans les grandes villes. On ne peut pas imaginer qu'il y ait toujours cette croissance qui continue aussi assez forte. Et quand même, ils proposent là, ils nous disent 10% de croissance des résultats en 2016. Et je pense que c'est ça que le marché achète un peu ce matin. Donc là, il voit le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Bon, et puis alors ça devient un serpent de mer là, la vente des activités Internet de Yahoo. Ça fait un moment qu'on attend ça. On sait que toutes les offres ont dû être remises il y a quelques jours et on a les premières rumeurs qui sont en train de sortir. Plusieurs candidats étaient sur les rangs et semble-t-il, c'est Verizon là qui est en train de s'imposer, Grégory. Oui, et c'est, je dirais, le candidat le plus logique, puisque en fait les autres compagnies dont on parle, à part AT&T, qui n'a pas l'air d'être vraiment très active pour ce bid, sont des compagnies que je qualifierais un peu de private equity. Et qu'est-ce que le private equity recherche en général? C'est le cash flow. Ce n'est pas de développer une compagnie, mais c'est de vivre de ce cash flow et de rembourser la dette qu'ils prennent avec le cash flow. Or, évidemment, s'il y a un problème chez Yahoo, c'est pas le nombre de personnes qui vont sur leur site, puisqu'on en est à pratiquement 1 milliard, hein, on n'est pas très loin d'un Facebook, mais c'est justement les revenus et le cash flow. Donc il faut, à mes yeux, pour que Yahoo soit acheté, quelqu'un ou une entreprise qui puisse trouver une logique commerciale, et c'est clair que pour une compagnie de
téléphone comme Verizon, une compagnie de câbles comme Verizon, acheter le contenu Yahoo plus le grand public Yahoo et des sites qui sont encore très 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 regardés, ça je pense beaucoup de sens. Et n'oubliez pas que Verizon avait acheté je dirais un peu le frère de Yahoo, si on a le souvenir un peu la mémoire un peu lointe, un peu longue dans le secteur internet, c'est American Airlines, AOL, qui avait été un des fondateurs de ces réseaux sociaux en gros. Donc AOL maintenant est dans le giron de Verizon, et mettre AOL et Yahoo ensemble pourrait créer vraiment à l'intérieur de Verizon une offre réseaux sociaux très intéressante. Bon, logique industrielle versus logique financière. À propos de private equity, Grégory, j'ai vu passer aussi cette information, c'est pas confirmé, mais des sources proches du dossier nous disent que Goldman Sachs est en train de lève de l'argent pour monter un fonds de private equity. Alors jusque là, vous me direz bon, rien d'exceptionnel, c'est une banque, ils font leur métier. Oui, sauf que c'est la première fois depuis 2008 que Goldman Sachs crée un fonds de private equity. Est-ce que ça nous dit quelque chose de l'ambiance du moment là qui règne justement autour des entreprises américaines? Autour des banques, en tout cas, ça nous dit beaucoup de choses, parce que la loi Dodd-Frank, qui date donc de la crise financière, forçait un peu les banques à sortir de toutes ces activités, que ça soit hedge fund, private equity, etc., donc de limiter leur exposition à ce genre d'investissement. Et elles l'ont toutes faites, que ça soit Citibank, JP Morgan ou Goldman, elles sont pratiquement abstenues de nouveaux investissements dans ce genre d'activité et ont beaucoup coupé. Alors là, on peut dire que Goldman Sachs revient, mais attention, ils reviennent d'une façon assez particulière, puisque ce fonds de private equity ne sera pas sous leur nom, ne sera pas sous leur marque. Et aussi, l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'en général, quand une compagnie comme Goldman fait du private equity, ils mettent beaucoup de leurs fonds propres, parce qu'en fait, tout l'intérêt justement, c'est de faire fructifier leur propre argent. Et là, dans le cas de cet investissement, ce qu'on entend, c'est que la participation propre de Goldman Sachs sera très petite, que donc en fait ils lèvent des fonds, mais c'est pas vraiment eux-mêmes qui vont être l'acteur principal de ce nouveau véhicule. Bon, à propos de banque, tiens, initiative là encore qu'il faudra suivre, mais très intéressante de la part d'Amazon, qui va se mettre, alors en partenariat avec une banque américaine, Wells Fargo en l'occurrence, mais qui commence à rentrer là. Alors ils mettent un doigt, ils mettent un premier pied, on va dire, dans le marché des prêts étudiants. Et on sait que c'est un énorme marché, que ce sont des encours très importants aux États-Unis, évidemment, vu le coût des études américaines. Oui, ce que vous dites est, je pense, important, et je comprends même pas que cette nouvelle n'ait pas été plus reprise. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, Amazon, avec son infrastructure, si elle s'appuie sur une compagnie financière, là, dans ce cas-là, c'est Wells Fargo, qui est la première banque aux États-Unis, pourrait offrir, en fait, tous les produits financiers. Alors, ils commencent là avec des prêts étudiants, mais pourquoi est-ce qu'ils offriraient pas aussi des prêts immobiliers, des prêts à la consommation, etc., etc. Donc c'est peut-être une nouvelle branche d'activité pour Amazon. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'en fait, en le faisant, ils cassent les prix, puisque ils vont offrir ces prêts à étudiants à 50 basis points, donc un demi% de moins que le coût de ces prêts étudiants si l'étudiant allait directement dans une banque. Et quand on parle d'un prêt, un demi%, c'est beaucoup, parce que c'est vraiment, vous savez, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, les sommes s'accumulent. Donc deux choses vraiment intéressantes. Amazon se met dans ce secteur de la finance, mais ils le font aussi en étant, comme dans le reste de leurs activités, extrêmement compétitifs et avec des prix plus avantageux que leur concurrence, en gros. Bon, et puis là aussi une information qu'on n'a pas franchement relayée, il faut le dire, hier, Grégory, parce que c'est vrai que c'est très américain et ça concerne le système de santé américain, mais c'est quand même important, évidemment, c'est que le département de la justice aux États-Unis bloque la concentration du secteur des assurances santé. Oui, il y avait deux très grosses fusions qui étaient sur la table, Cigna et Anthem, et Humana et Aetna. C'est vraiment les 4 gros leaders de la santé, le dernier étant United Healthcare. Que le département de la justice les bloque, on peut le comprendre, parce que leur argument est tout simplement que en diminuant le nombre de compagnies d'assurance, évidemment ça va permettre aux compagnies d'assurance d'augmenter leur prix, leur prime, ça c'est tout à fait normal, mais l'autre argument, c'est qu'en fait, ça va donner moins d'intérêt à ces compagnies de négocier les meilleurs prix
pour les médicaments, que donc ça aura un impact négatif pour le consommateur de médicaments. Et ça, je dirais que c'est un argument qui est assez politique, qui tombe en plein dans cette campagne électorale. On sait que par exemple, un des chevaux de bataille de Hillary Clinton, c'est justement les prix trop élevés des médicaments. Donc une des critiques qui est donnée aujourd'hui au département de la justice, c'est que c'est une décision qui est plus politique que commerciale, et il faudra voir en fait que certaines de ces compagnies d'assurance vont faire recours contre cet arrêté du département de la justice. Un dernier mot, Grégory, parce qu'il y a la réunion de la Réserve fédérale américaine qui nous attend la semaine prochaine. Là, on a eu l'indice Markit manufacturier aux États-Unis aussi, donc l'enquête d'activité dans le secteur manufacturier américain pour le mois de juillet. Au mois de mai, cet indice était à 50,7. Je rappelle, quand on est au-dessus de 50, c'est que l'activité manufacturière est en croissance. 50,7 en mai, 51,3 en juin, et donc le chiffre qui vient de sortir pour juillet ressort à 52,9. Oui, l'économie américaine s'est essoufflée en début d'année, c'est incontestable, Grégory. On a vraiment l'impression, là, quand on regarde un ensemble d'indicateurs, qu'elle est en train, doucement, de réaccélérer. Absolument. Et la fin du trimestre a été sûrement très bonne. On le voit d'ailleurs dans le résultat des entreprises. Ce que je dirais par rapport à la Réserve fédérale, c'est que, une fois de plus, elle a manqué le coche. Parce que même si maintenant l'économie réaccélère, ça va être très difficile pour cette Réserve fédérale de monter les taux, je dirais, un mois ou 6 semaines avant les élections présidentielles. Parce que le risque, c'est que si ça provoque des remous dans le marché, imaginons par exemple que les marchés corrigent sur une action de la Réserve fédérale, évidemment ça va favoriser un des deux candidats. Et quel candidat ça favoriserait? Ça serait évidemment Donald Trump, puisque le candidat qui est succédant à Obama, qui donc représente l'amélioration de l'économie américaine, c'est Hillary Clinton. Donc je pense, pour éviter de rentrer dans le débat électoral, la Réserve fédérale ne fera rien, quelles que soient les statistiques qu'on a. Elle utilisera toujours les mêmes arguments. Il faut que ça se confirme. Par contre, ça renforce la chance d'une intervention à la fin de l'année après les élections. Grégory Volokin qui nous accompagnait pour suivre les marchés américains chaque après-midi avec nous dans Intégral Bourse sur BFM Business. Le président de Mescart Financial Services, bientôt 17h, on marque une pause. D'euros à la chaîne. Et au chapitre des médias toujours, aux États-Unis, la vente de ce qui reste de Yahoo est enfin en train de se concrétiser. Cette fois, c'est quasiment fait, selon Bloomberg en tout cas. L'opérateur américain Verizon pourrait officialiser d'ici quelques jours le rachat des activités Internet de Yahoo, autrement dit l'essentiel de ce qui reste du groupe. La vente de Yahoo qui traîne depuis des années. C'est vrai que Verizon est le candidat le plus logique. C'est en tout cas l'avis de Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. On l'écoute. C'est, je dirais, le candidat le plus logique, puisque en fait les autres compagnies dont on parle, à part AT&T, qui n'a pas l'air d'être vraiment très active pour ce bid, sont des compagnies que je qualifierais un peu de private equity. Et qu'est-ce que le private equity recherche en général? C'est le cash flow. Ce n'est pas de développer une compagnie, mais c'est de vivre de ce cash flow et de rembourser la dette qu'ils prennent avec le cash flow. Or, évidemment, s'il y a un problème chez Yahoo, c'est pas le nombre de personnes qui vont sur leur site, puisqu'on en est à pratiquement 1 milliard, hein. On n'est pas très très loin d'un Facebook, mais c'est justement les revenus et le cash flow. Donc il faut, à mes yeux, pour que Yahoo soit acheté, quelqu'un ou une entreprise qui puisse trouver une logique commerciale, et c'est clair que pour une compagnie de téléphone comme Verizon, une compagnie de câble comme Verizon, acheter le contenu Yahoo plus le grand public Yahoo et des sites qui sont encore très 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 regardés, ça, je pense, beaucoup de sens. Et n'oubliez pas que Verizon avait acheté AOL, qui avait été un des fondateurs de ces réseaux sociaux, en gros. Donc AOL maintenant est dans le giron de Verizon, et mettre AOL et Yahoo ensemble pourrait créer vraiment à l'intérieur de Verizon une offre réseaux sociaux très intéressante. Bon. Grégory Volokin tout à l'heure au cœur d'Intégral Bourse avec Grégoire Favet. Le Tour de France, c'est la première victoire.